bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin à la Maison de la Radio et de la Musique et dans ce mythique Studio 104 qu'on connaît tous forcément et je suis très heureuse d'être sur scène ce matin. Je me présente, je suis Emmanuelle Parapon, je suis directrice générale adjointe du groupe AEF. Le groupe AEF, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de presse professionnel qui, à travers une activité média, mais aussi événements, couvre 5 grands champs socio-économiques, dont la transition écologique qui sera le thème qui va nous intéresser ce matin, et qui est donc aussi organisateur d'une 50aine d'événements, dont les rencontres capitales qui vont nous rassembler aujourd'hui et pour 2 jours dans ce très beau lieu. Une édition qui est placée cette année sous le signe de la relation. On aura une 30aine de débats au cours de ces 2 jours. 150 acteurs clés du public très varié qui va des étudiants, et j'en vois quelques-uns dans la salle que je remercie d'être là, à des professionnels, à du grand public engagé ou non, pour mieux comprendre notre société, ce qui l'agite et réfléchir collectivement à un autre projet de société plus durable. Et pour notre première conférence ce matin, on va s'intéresser aux 10 ans de l'accord de Paris, un accord qui est souvent qualifié d'historique, qui a été conclu donc en décembre 2015 par 195 pays à l'issue de la COP, la conférence des parties 21 qui se tenait en France. Peut-être que vous vous en souvenez. C'est un accord historique d'abord parce qu'adopté unanimement, et c'est assez rare sur ce genre d'événement diplomatique, c'est même historique tout court, et aussi parce qu'en actant l'objectif de contenir le réchauffement de la planète en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, il constitue de fait une avancée majeure en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ceci étant, la COP21, c'est pas un aboutissement. Cet accord, c'est pas un aboutissement. C'était censé être un début. Où est-ce qu'on en est 10 ans plus tard, alors que la COP30, qui se tient depuis quelques semaines à quelques jours au Brésil, est censée se terminer officiellement ce vendredi, même si tradition oblige maintenant, on imagine bien qu'elle va se prolonger un petit peu. C'est ce dont on va parler avec nos invités, que je vais vous présenter tout de suite. Je vous demande donc d'accueillir, comme il se doit, Gaspard Koenig, philosophe et écrivain. Merci d'être avec nous. Bonjour. Nadia Maïzi, auteure principale du 6e rapport du GIEC. Vous êtes aussi fondatrice et directrice du Transition Institute 1.5, directrice aussi du Centre de mathématiques appliquées et professeure de classe exceptionnelle à Mines Paris. Merci d'être avec nous. Baptiste Périssin-Faber, vous êtes directeur général délégué de l'ADEME. Nathalie Tubiana, directrice des finances et de la politique durable au groupe Caisse des dépôts. Et enfin, Hélène Valade, directrice développement environnement du groupe LVMH et présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises. Merci donc à vous 5 d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peut-être que dans la salle, certains étaient là il y a 10 ans, peut-être que d'autres ne le savent pas. On va peut-être revenir sur ce qu'est l'accord de Paris déjà et en quoi, au-delà des mots, on peut effectivement dire qu'il marque un moment historique. On va commencer avec vous, Nadia Maïzi. Je lisais récemment un article publié dans un journal du CNRS où la directrice adjointe de CNRS Écologie et Environnement rappelait qu'à Paris, on avait assisté à la naissance d'une forme de diplomatie fondée sur la science et qui avait abouti à un accord universel qui reflétait une prise de conscience globale. Vous êtes vous-même scientifique. Quel regard est-ce que vous portez sur cet accord et les ambitions qu'il porte ? Alors, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et l'occasion de parler d'un sujet qui, pour moi, est majeur. Quand on dit que c'est la naissance de la diplomatie pour la COP 21, c'est quand même oublier que 21, ça veut dire que c'est la 21e. Donc, ça faisait 21 ans qu'il y avait des événements de ce type, mais qui étaient sans doute invisibilisés. Et pour moi, l'accord de Paris, ça a été un moment de découverte pour énormément de gens. D'abord cet type d'organisation qui est basé en fait sur l'idée que des États se sont rencontrés en 1992 au sommet de la Terre et ont décidé de se préoccuper de l'environnement. On se rappelle de la phrase de M. Chirac, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et donc cette COP 21, elle a été marquante dans le fait que, vous l'avez dit, c'est un accord qui a été obtenu à l'unanimité, mais en fait, c'est comme ça que fonctionnent les COP. Il faut qu'il y ait un consensus et que tous les pays soient d'accord. C'est ce qui les rend difficiles en termes d'avènement sur des résultats. Et c'est un accord qui a donné des engagements. C'est-à-dire que pour la première fois, les États se mettaient d'accord sur un objectif
Et cet objectif, c'était de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement et un peu mieux en dessous de 1,5. Donc, je ne sais pas si ça évoque pour les gens quelque chose de précis, ces 2 degrés. Est-ce que je commente ? Oui, parce que je pense qu'effectivement, cette question des 2 degrés, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a souvent peut-être une confusion entre climat et météo, et on entend régulièrement il fait plus 2, moins 2, en fait, il n'y a plus de saison. Enfin, voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, concrètement, en fait, c'est une augmentation de la température par rapport à la référence qui est la température moyenne globale sur la surface de la planète. Et donc aujourd'hui, cette température moyenne globale, elle est autour de 15 degrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 20 000 ans, quand en fait on était recouvert de glace en Europe du Nord, aux États-Unis, cette température moyenne, elle était autour de 8-9 degrés. Donc quand les scientifiques préconisent que chaque dixième de degré compte, ça veut dire que si on fait la soustraction, 15 moins 8, ça fait quelques degrés. Et donc, on voit à quel point ça a transformé le climat. Donc, c'est pour ça que cette référence, elle est donnée pour dire, en fait, c'est pas forcément le mieux qu'on puisse faire que de réchauffer de 2 degrés, puisque ça va avoir des conséquences très importantes en termes de changement climatique. Mais c'est que ces conséquences et ces événements extrêmes et toutes ces transformations que les scientifiques élaborent en termes de diagnostic dans le rapport du GIEC, il va être de plus en plus compliqué de s'y adapter. Et donc, l'idée de rester en deçà de ces 2 degrés, c'est de préserver les générations futures pour avoir le moins de choses à faire pour s'adapter. Et donc, c'est là où cet accord, qui finalement a fait converger la parole des scientifiques qui élaborent avec ces rapports des diagnostics qui sont utilisés par les décideurs, qui a fait émerger au sein de la société des prises de conscience qu'on n'avait pas vues jusque-là, et qui a permis aux diplomates de faire fructifier des discussions pour arriver à la signature d'un document dans lequel ces engagements étaient explicités. C'est ce qui en a rendu cette COP assez extraordinaire. Merci beaucoup, Nadia. Baptiste Périssin-Faber, vous étiez, vous, économiste du climat au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer au moment de la COP 21. Quels effets vous avez pu observer de cette conférence sur la mobilisation et la maturité des acteurs publics et privés en France ? Oui, alors effectivement, c'était un moment de grande effervescence dans le pays. Et je pense que le tour de force de l'équipe de négociation climat qui était menée par Laurence Tubiana à l'époque, ça a vraiment été de sortir la COP des murs des négociations. Et donc d'aller mobiliser les acteurs de la société civile. Alors bien sûr, il y avait les ONG environnementales étaient déjà très présentes dans les précédentes COP, mais là, c'était pour la première fois qu'on avait autant de collectivités, autant d'entreprises, et notamment le secteur financier qui était très présent. Et il y a eu tout un travail d'animation tout au long de l'année pour faire une sorte de montée en compétences collectives accélérée dans le pays, avec des événements sectoriels. Et j'insiste sur la finance, puisqu'on avait eu la concordance entre une législation française, où on avait pris les devants sur la finance climat, et on avait vraiment cherché à mobiliser les assureurs, les investisseurs institutionnels. Il y avait eu un Climate Finance Day quelques mois avant la COP 21, où on voit les premiers engagements des acteurs financiers sur le climat. Et ça a eu un signal très positif au moment des négociations. Et donc, d'une certaine façon, ça a obligé aussi la France d'être assez exemplaire. Donc, il y a eu des traductions très concrètes dans la législation en amont de la COP. Et puis, comme ça a été un succès, ça a été un moment de fierté aussi nationale, ça a rendu la France un peu garante de l'héritage de la COP 21, et donc ça va avoir pas mal de conséquences aussi sur la suite, sur comment la France va se positionner dans le multilatéralisme international au cours des années qui ont suivi.
Merci beaucoup. Nathalie Jubiana, Baptiste Péry-Saint-Faber vient d'en parler sur la question de la finance et de la mobilisation des acteurs financiers. L'acteur de Paris, il a aussi une particularité, c'est qu'il souligne la nécessité de rendre les flux financiers compatibles avec l'objectif dont on parlait, de contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés, ce qui veut dire à la fois réduire les financements des activités qui contribuent le plus significativement au réchauffement, notamment tout ce qui est énergie fossile, et soutenir la transition des modèles économiques vers cette économie plus durable. Comment est-ce que les acteurs financiers et vous, Caisse des dépôts, est-ce que vous avez reçu cet engagement nouveau ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, les acteurs financiers, évidemment, doivent et peuvent jouer un rôle central dans la mobilisation des flux en faveur de la transition écologique, et ils le font concrètement, effectivement. Et ils le font pour agir en propre, donc orienter leurs flux vers la transition écologique, et ils le font aussi en ayant un effet de levier envers les autres acteurs et envers la place d'une manière générale. Pour une banque publique d'investissement, un investisseur institutionnel comme la Caisse des dépôts, ce rôle il est absolument central. On a vraiment un rôle de catalyseur, effectivement, qui est très important. On peut le faire au niveau international en ayant par exemple une participation active aux différentes alliances, donc la Net Zero Asset Owner Alliance par exemple, qui réunit 86 investisseurs et qui représente quand même 9 trillions de dollars d'actifs sous gestion, qui sont soumis à une cible de décarbonation, avec un plan de transition très clair. Et donc ces acteurs, ces investisseurs, tous ensemble, permettent d'accélérer justement la réorientation des flux vers la transition écologique. On peut agir aussi en participant à des initiatives comme Finance in Common, qui est pilotée par l'Agence française de développement, auquel nous participons également, et donc qui réunit des banques publiques dans le monde et qui, ensemble, apportent une forme d'assistance technique, de soutien aux différentes caisses des dépôts internationales, en particulier en Afrique. On a beaucoup aidé à installer des caisses des dépôts dans les différents pays africains pour installer un modèle économique qui s'appuie justement sur le développement de la durabilité et donc le soutien à la transition juste. Alors on agit aussi évidemment au niveau national, c'est notre terrain de jeu premier pour la Caisse des dépôts, au travers du dialogue actionnarial que nous avons avec les différentes entreprises que nous avons en portefeuille. Et c'est absolument essentiel, c'est un levier formidable pour inciter les entreprises qui sont dans notre portefeuille à elles-mêmes s'inscrire dans une trajectoire de décarbonation. Donc vous voyez, notre rôle, il ne se limite pas à injecter des flux dans la transition écologique, mais il permet aussi d'avoir un effet de levier sur toute la place, que ce soit les acteurs financiers, mais aussi les entreprises et les industries. Merci beaucoup. Hélène Valade, question pour vous maintenant. Comment est-ce que les entreprises françaises, elles ont intégré la dynamique de la COP21 ? Là aussi, Baptiste Péry-Saint-Faber rappelait tout à l'heure que sur cette COP, c'était la première fois aussi qu'il y avait autant d'entreprises et une mobilisation aussi forte des entreprises. Oui, ça a été un grand moment, en fait, la COP21, également du point de vue des entreprises, puisque c'était la première fois qu'elles étaient perçues comme actrices potentielles de la décarbonation. Elles avaient été vécues comme la partie majeure du problème du dérèglement climatique, et à partir de 2015, elles apparaissent, elles se pensent, elles se présentent, elles sont perçues comme également partie de la solution. Et moi, j'ai des souvenirs, et c'est amusant d'ailleurs de refaire ce regard sur ce moment, d'un début de quelque chose d'assez neuf dans la vie des entreprises, dans la manière dont elles intègrent ce sujet du climat. Je me souviens d'un petit déjeuner à New York autour du 15-16 septembre où, pour la première fois, les Sherpas des présidents des grandes entreprises françaises dont je faisais partie avaient tout fait pour réunir les présidents dans une petite salle et les convaincre de faire le premier pledge, le premier engagement collectif pour réduire les émissions. Et je me souviens aussi de moments assez touchants, parce que c'était un vocabulaire qui n'était pas dans la tête de nos dirigeants. Parler de tonnes équivalent CO2 à ce moment-là, ou de NDCs, tout ça, c'était une entrée dans quelque chose de nouveau, et ça a été en effet voulu à la fois par Laurent Fiamus et par Laurence Tubiana. Ça s'est traduit dans des actions qu'on appelait, dans des rencontres qu'on
qu'on appelait les business dialogues entre les acteurs privés, les entreprises et les institutionnels. Et de ce point de vue-là, ça a été le début de quelque chose d'autre, c'est-à-dire de la responsabilité des entreprises sur le sujet du climat. Et puis, il y a eu d'autres choses aussi dont on parle moins dans la forme de cette COP, et notamment, je me souviens au Bourget, c'est la première fois que l'on inscrit un changement de comportement dans l'organisation même de la COP. Je me souviens que c'était la première fois que pour les négociateurs, il y avait des gourdes. D'ailleurs, ça avait causé plein de problèmes. Là, vous voyez, les goodies pour boire de l'eau potable. Bon, voilà, je suis cohérente entre ce que je dis et mon action. On avait organisé aussi des schémas directeurs pour le traitement des déchets sur le Bourget, chose qui n'existait pas véritablement avant. Donc voilà, ça a été vraiment le début d'autre chose. Et puis en même temps, parce qu'on a tous une lecture, on y était, donc on a tous une lecture assez, au fond, avec beaucoup d'émotions, je pense, et du positif. Puis en même temps, ça a laissé évidemment un héritage qui a permis l'action, mais qui a normé les choses autour du 1,5, vous l'avez dit, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est pas anodin de dire ça, de poser une norme sans automatiquement faire de la prospective pour les moyens qui doivent atteindre cette norme. Et puis, il y a un sujet qui n'a pas du tout été abordé à ce moment-là, c'est l'abandon des subventions aux énergies fossiles. Donc, d'une part, on était sur une trajectoire, de l'autre, on ne parlait pas de cette question-là. On en a parlé après à Glasgow. Voilà, donc, évidemment, moment capital et début d'autre chose. Et puis, on germe peut-être un certain nombre de sujets que l'on traite maintenant. Merci beaucoup. Gaspard Koenig, d'un point de vue cette fois peut-être plus politique et même philosophique, comment vous percevez-vous la COP21 et l'accord de Paris ? Peut-être pour répondre à cette question, j'aimerais commencer par parler des macaques à longue queue de l'île de Coram, qui sont décrits par Marc-André Selos dans un de ses livres, qui explique que l'homme n'est pas la seule espèce à surexploiter ses ressources. En fait, toutes les espèces animales le font. La nature n'est pas particulièrement ou par essence à l'équilibre, et nous ne sommes pas, disons, particulièrement vicieux non plus. Et donc, il prend cet exemple, il explique que les macaques à longue queue sont trop nombreux sur cette île, ils mangent des coquillages et des huîtres. Et quand ils ont fini tous les gros coquillages, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'assemblent en COP pour se dire qu'il faut peut-être un peu plus de sobriété le temps que le stock se renouvelle? Pas du tout, ils inventent des outils pour ouvrir les petits coquillages. Donc c'est Trump, si vous voulez, c'est drill. Et puis, une fois qu'ils ont fini aussi les petits coquillages, ils meurent. Et au fond, ce serait la trajectoire assez logique d'une humanité qui surexploite ses ressources. Alors d'ailleurs, la question du carbone n'est qu'un des aspects de cette très vaste question de la raréfaction des ressources halieutiques, de la perte de la biodiversité, de la dégradation des sols, de la pollution de l'eau, qui clairement nous font peser un risque mortel sur notre espèce. Et on voit d'ailleurs que la décroissance démographique qui s'amorce va un peu par mécanisme peut-être évolutionniste sous-jacent ou secret dans cette direction. L'humanité va commencer à se réduire. Et donc, par rapport à ce destin naturel et finalement assez fidèle à ce que la biologie veut de nous, le fait de pouvoir, nous macaques, s'assembler en COP et discuter par avance de mécanismes de régulation est au fond assez incroyable. Et malgré tout le défaut des COP et tous les... Évidemment, quand on parle des subventions aux matières fossiles, on peut quand même rappeler que le kérosène sur l'aérien n'est toujours pas taxé. Enfin, il y a des choses quand même complètement folles et aberrantes, donc évidemment qu'il y a 1000 défauts. Mais le fait quand même que l'humanité arrive, à travers tous ses représentants, à s'assembler, et de manière consensuelle et sur la base de travaux scientifiques qui sont quand même maintenant totalement indiscutables, essayer de s'autoréguler avant la catastrophe, et une vertu, quelque part, de notre espèce et de notre intelligence. Mais une fois... Donc ça, c'est le côté un peu positif. Le côté quand même très négatif que j'aimerais aussi rappeler, parce que finalement, on est tellement perdu dans tous ces chiffres et tous ces objectifs et tous ces sigles maintenant, et puis toutes ces déclinaisons financières qu'on vient de nous rappeler, que ça nous donne l'impression que tout est normal au fond. La situation est prise en main par une espèce de grand complexe bureaucratique et financier, dans le meilleur sens du terme,
Et donc, ça va, quoi. On a mesuré, on a chiffré, on a des cycles et des objectifs, tout va bien. En fait, quand même, tout va très mal. Moi, pour les livres et les romans que j'écris, je lis, d'ailleurs récemment, là, j'ai pas mal lu Jean Jouzel, qui est un de nos meilleurs et puis pionniers, donc avec Claude Lorius, de la paléoclimatologie, qui a vraiment, non pas peut-être prouvé, mais illustré le fait que le carbone était le facteur absolu de réchauffement climatique via les gaz à effet de serre. Et les projections qu'il donne et les exemples historiques, alors sur des centaines de milliers d'années que vous connaissez évidemment bien mieux que moi, sont très parlants. C'est-à-dire que non seulement la somme du carbone dans l'atmosphère est sans précédent depuis 800 000 ans, mais alors il y a toujours les demi-habiles qui vous disent « Ah oui, mais le Greenland, ça veut dire terre verte, vous voyez bien qu'il y a eu des périodes très chaudes, etc. » Alors c'est vrai qu'il y a eu des périodes très chaudes et des périodes de réchauffement, mais ce que nous dit Jouzel, c'est que le réchauffement actuel va 50 à 100 fois plus vite que les réchauffements, disons, géologiques que la Terre a connus par des cycles qui sont maintenant bien expliqués. Et c'est cette vitesse, en fait, qui rend l'adaptation impossible, parce qu'on parle de l'adaptation de l'homme, mais le gros problème, c'est l'adaptation des espèces vivantes. Les arbres, ils ne courent pas avec des petites jambes, en fonction des gradients de température. Et si on leur laisse pas le temps, justement, de migrer, eh bien, ils meurent. Et ce qu'on voit à Téhéran aujourd'hui, dont on ne parle absolument pas dans le débat, le président iranien a quand même dit que si, dans quelques semaines ou mois, il ne pleut toujours pas, parce que ça fait 6 ans qu'ils sont en sécheresse pluriannuelle, Téhéran devra être évacué. Téhéran, c'est 10 millions d'habitants. On n'évacue pas une ville comme Téhéran. Évacuer où ? 10 millions d'urbains à la recherche d'une source en Iran. C'est très proche de nous, et c'est proche de nous en France aussi. Les prévisions du GIEC déclinées aux régions, y compris des régions traditionnellement très pluvieuses comme la Normandie, anticipent la baisse des étiages de 30%, des robinets à sec, on n'est pas passé loin en Normandie en 2022. Donc, c'est formidable quand même qu'on puisse se mettre tous ensemble, c'est rare dans l'histoire de la vie, mais 2, au-delà des sigles et des petits progrès, etc., la situation est terriblement angoissante. Merci beaucoup. Effectivement, ça va faire parfaitement la transition avec la deuxième partie de cette table ronde. On voit une prise de conscience générale d'un certain nombre d'acteurs, mais on voit aussi que 10 ans plus tard, finalement, les problèmes perdurent. Peut-être même certains se sont aggravés. Nadia Maïzi, vous êtes l'auteur principal du 6e rapport du GIEC. Alors le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ces fameux scientifiques qui aident à alerter et à guider l'action publique, qui est donc paru ce 6e rapport en 2022 et qui synthétise aussi les connaissances scientifiques acquises depuis 2015 sur le changement climatique, ses causes, ses impacts et aussi les mesures possibles pour l'atténuer et s'y adapter, ce fameux glissement entre l'atténuation et l'adaptation. Qu'est-ce que vous observez comme évolution scientifique et sociétale depuis la COP ? On n'est plus au moment de la COP, mais depuis, voilà, quel regard vous portez sur ces évolutions ? Alors, depuis 10 ans, en fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a un basculement, en tout cas en tant que scientifique, sur le positionnement qu'on a adopté. C'est-à-dire que jusque-là, on travaillait sur ce que vous appelez l'atténuation. Donc, pour être un peu pédagogique, l'atténuation, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi on parle de température, de réchauffement moyen, et après, on parle d'émissions de gaz à effet de serre, et puis on va parler de décarbonation, parce qu'en fait, il faut réduire l'effet de serre, et cet effet de serre, il est produit par ces émissions de tous ces gaz à effet de serre, dont le principal est le CO2. C'est pour ça qu'on va se concentrer par raccourci, par flemme, en fait, sur la question du CO2. Donc, dans l'accord de Paris, parler de rester en dessous d'une température, c'est parler d'atteindre un certain niveau pour stabiliser le climat de ces émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'on cherche à atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire d'émettre pas plus que ce qu'on peut absorber. Et ça, à quel horizon ? À la deuxième moitié de notre siècle, pour rester dans les 2 degrés, et en fait en 2050 pour rester dans 1,5. Donc ça, c'est juste un petit résumé pour que les gens puissent nous suivre. Et donc, sur cette question,
C'était vraiment central pour nous en tant que chercheurs que de réfléchir à comment on allait faire pour réduire ces émissions. Et en fait, le temps passant, on est rattrapé par la question des conséquences des changements climatiques, puisque en fait, ces émissions ont continuellement continué à augmenter, et les effets des changements climatiques, tels qu'on les décrit, comme ces événements qui sont extrêmes et qui se multiplient, c'est-à-dire que leur fréquence augmente et leur intensité augmente. Les feux sont des méga-feux, les inondations sont absolument ingérables par des pays qui n'ont en plus en général pas les moyens, parce que dans la question du climat, il y a aussi une question d'injustice, c'est-à-dire que ce sont les endroits qui sont les moins responsables qui sont le plus touchés, et ça c'est par des phénomènes naturels que ça se produit, mais c'est un constat qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Donc tous ces événements-là qui augmentent en intensité et en fréquence, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus souvent, et autour de nous, Gaspard vient de le dire, il y en a partout, ça nous a préoccupés de sorte qu'on a commencé à travailler aussi sur l'adaptation. Et parlant de l'adaptation, on s'est aussi déplacé sur, en fait, ces changements autour de nous attaquent le vivant, attaquent la biodiversité. Donc la question de la biodiversité devient aussi majeure. Et en réalité, il y a aussi ces sujets de transition qui ont l'air assez vertueuses vu de notre prisme de l'Occident, qui ont des conséquences dramatiques et des externalités très négatives dans d'autres régions. Par exemple, si on émet moins de carbone ici avec de l'électricité vertueuse et des engins qui sont sur des technologies de batterie, on utilise des matériaux qu'il faut aller récupérer dans des mines, dans des endroits où les bilans environnementaux sont chaotiques. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une démarche qui englobe tous ces éléments pour pouvoir penser des solutions qui ne deviennent pas les problèmes ailleurs. Donc il y a une évolution d'abord scientifique dans ce voyage de 10 ans. Et puis il y a un constat qui, pour moi, est quand même assez inquiétant, qui est que autant pour la COP21, on est arrivé à un moment où il y avait une espèce de convergence, où à la fois la science était prise en compte, où les politiques arrivaient à être dans ce consensus, où la société civile poussait. Et aujourd'hui, ces trois ingrédients sont en train de se fracasser, si je peux aller vite. C'est-à-dire que les politiques, ils sont vraiment ailleurs. Et on voit bien que les conflits d'aujourd'hui sont en train de créer des fractures qui vont être difficiles à réconcilier, même dans cet événement qui est celui qui réunit sans doute le plus ces chefs d'État de la planète. Les scientifiques, vous avez bien compris qu'on nous tape dessus du matin au soir quand même, avec des raisons que je ne saurais pas forcément analyser ici, mais il y a sans doute l'impact de la nouvelle information sur les réseaux sociaux, etc. Et puis la société civile, elle regarde aussi un peu ailleurs. Ça, il faut quand même le reconnaître. Donc, je trouve que dans cette décade, dans cette décennie, on a perdu. En fait, on a beaucoup perdu de ce qui était arrivé dans ce moment un peu vertueux de la COP21. Merci beaucoup. Nathalie Tubiana, Nadia Maïzy l'évoquait à l'instant sur le besoin de financement des pays, notamment les plus fragiles. Le chiffrage des besoins, c'est 1300 milliards de dollars par an pour faire face aux enjeux et aux engagements. Quelles avancées vous observez? Est-ce que vous observez aussi le recul dont parle Nadia Maïzy dans le secteur de la finance pour la transition, ou est-ce qu'au contraire, la mobilisation qui a été lancée en 2015 s'est accentuée et continue, et est-ce qu'on est quand même au niveau des enjeux sur les financements, la réorientation et la prise en compte des acteurs financiers de ce qu'il faudrait faire? Alors la mobilisation des acteurs financiers, elle est présente, elle est là, elle est importante. Mais on sait que, pardon, je vous coupe. Oui. On sait quand même qu'il y a encore plein d'acteurs qui sont mis sur la sellette parce qu'ils continuent à financer des activités qui ne sont pas vertes.
Exactement. Alors, il faut continuer à mobiliser quand même massivement des flux vers les activités qui permettent de limiter le réchauffement, et la question de l'adaptation aussi qui est évidemment essentielle. En 2024, c'est 110 milliards d'euros qui ont été mobilisés pour le climat en France, donc c'est quand même important, et on sait que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aller plus loin, bien sûr. Et donc effectivement, il faut limiter les financements vers les activités néfastes. Faut agir sur les deux pieds en même temps, hein. On réoriente vers la transition écologique et on limite les flux vers les activités néfastes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des exclusions. En fait, il faut prévoir des exclusions dans sa politique durable. C'est ce que nous faisons en l'occurrence. On a exclu le charbon, on a des exigences très précises vis-à-vis du secteur du pétrole, du gaz, les entreprises qui sont exposées aux pesticides aussi, par exemple. On a parlé un petit peu aussi de nature et de biodiversité. Il faut vraiment avoir une vision complète et articuler, je dirais, les objectifs climat et les objectifs nature, parce que ça va de pair. Préserver la nature, c'est aussi limiter le réchauffement climatique. Et donc, c'est important. Oui, vous, la Caisse. Oui, nous, la Caisse. Vous alliez venir. Voilà. Alors, la Caisse des dépôts s'est engagée en 2024 à mobiliser 100 milliards sur 5 ans en faveur de la transition écologique. À fin de juin 2025, on a déjà mobilisé 40 milliards en 1 an et demi. Donc on est très content, c'est plus que ce qu'on imaginait si on prend un objectif linéaire en quelque sorte. Et donc on a refait nos calculs. On est en situation de penser qu'on peut dépasser cette cible de 200 milliards et d'arriver à 130 milliards sur 5 ans. C'est quand même important. Je pense que c'est important de le dire. On n'est pas les seuls à se mobiliser massivement et à continuer à inscrire la transition écologique au cœur de notre stratégie et de la porter très fort. Ces 130 milliards d'euros, ou les 40 qui ont déjà été mobilisés d'ailleurs, sont destinés au secteur du logement, donc de la construction à haute performance environnementale, la rénovation thermique des bâtiments, des logements sociaux, des bâtiments publics, des bâtiments privés. Vous avez probablement entendu parler du programme EduRénov, qui vise à rénover les 10 000 bâtiments scolaires en France qui sont dans un état de vétusté absolument incroyable. Voilà, c'est destiné aussi au secteur de la production industrielle, donc des capacités nouvelles d'énergie renouvelable, la décarbonation de l'industrie. On agit aussi beaucoup pour installer des nouvelles industries en France décarbonées, immédiatement décarbonées. On agit sur la souveraineté quand on fait ça au passage. Et puis destiné aussi au secteur du transport durable, donc transport collectif, pistes cyclables, bornes de recharge électrique. Et puis encore une fois, je le redis, il y a une partie de cette mobilisation qui est destinée à la préservation des ressources naturelles, de l'eau. Beaucoup de besoins pour préserver l'eau, et notamment au sujet d'adaptation, les conséquences des inondations, des crues. On agit beaucoup en accompagnement des territoires. Vous le savez, on est très proche des territoires pour agir au plus près. Il ne s'agit pas uniquement, je réagis sur le propos de Gaspard, de se fixer des cibles, de faire de la mesure. C'est vraiment de l'action. Il faut absolument agir au quotidien, sur le terrain, au plus près des acteurs, des porteurs de projets, des collectivités, des PME, des entreprises. Et c'est ça, en fait, finalement, le but principal de l'action. Merci beaucoup. Baptiste Péry-Saint-Faber, on entend souvent le fait qu'il y a peut-être un manque de lisibilité de l'action de l'État, que sur certaines mesures, Nathalie parlait à l'instant de mesures concrètes, d'actions concrètes, on ne sait pas trop, un coup c'est ouvert, un coup il y a des aides, un coup on change les indicateurs. Sur ces 10 ans qui viennent de s'écouler et cette mobilisation, quel bilan plutôt est-ce que vous tirez des politiques publiques mises en œuvre en faveur de la transition écologique? Alors, on peut voir évidemment là, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Moi, je pense qu'il faut que les derniers mois, un peu de recul, ne doivent pas masquer quand même tous les progrès qui ont été réalisés au cours des 10 dernières années. Et moi, je pense que les macaques humains français, je parlerai juste des macaques humains français, ils ont quand même beaucoup œuvré au cours des 10 dernières années. Et parce que la COP21, comme je disais, il y a un héritage, on se devait d'être les garants de cet héritage. Et donc, ça nous a donné de la force dans le débat public français pour accélérer sur les politiques publiques. Alors, je donnerai quelques exemples. D'abord, en termes de législation, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été réalisées. Il faut voir quand même qu'on a réalisé des sauts quantiques parfois, que ce soit par exemple sur l'économie circulaire. En 2020, on a une loi sur l'économie circulaire qui met la France vraiment à la frontière de la législation sur ce sujet. Ensuite, on a la loi climat et résilience.
qui vient ancrer la neutralité carbone dans la loi, qui fait le lien entre le climat, la biodiversité. Plus récemment, on a un plan sur l'adaptation qui est aussi, pour le coup, le premier vrai plan sur l'adaptation très ambitieux. On doit s'adapter à une trajectoire de plus 4 degrés. Donc on va tout revoir, nos normes, nos standards de construction pour que nos infrastructures résistent à une élévation potentiellement des températures de 4 degrés. Donc ça, c'est le cadrage législatif. Donc là, les macaques humains, ils se sont mis d'accord sur des choses très ambitieuses. Mais la loi, évidemment, c'est pas la fin de l'histoire. Ça fixe des objectifs, ça envoie des signaux aux acteurs de la société civile et ça donne des moyens aussi pour faire à ceux qui veulent agir. Ensuite, on s'est aussi doté d'institutions pour mesurer, pour contrôler ce qu'on fait. Notamment, on a créé en 2018 le Haut Conseil pour le climat. Et ça, pour un gouvernement, faire ça, c'est quand même une vraie machine à baffe potentielle. C'est une institution indépendante qui regarde ce qui est fait pour de vrai, et le Haut Conseil pour le climat, il n'est pas complaisant avec le gouvernement. Quand on dévie de la trajectoire, il le dit haut et fort, et donc ça force le gouvernement à éviter les baffes, donc à quand même agir. Et on voit, en 2023, 2024, on était sur les bonnes trajectoires, et le Haut Conseil pour le climat l'a dit. Ensuite, on a créé aussi une nouvelle institution plus récemment, donc là qui n'est pas indépendante, qui est vraiment un outil du gouvernement, qui est le secrétariat général pour la planification écologique. Étant donné l'ampleur des transformations, on a fixé dans ces belles lois des objectifs. Maintenant, les travaux pratiques, il faut atteindre des objectifs et donc il faut s'organiser, se donner des plans secteur par secteur. On sait que là, d'ici 2030, on a 200 millions de tonnes de CO2 à aller chercher. Le SGPE a sorti alors un beau tableau qui peut paraître un peu technocratique, là qu'on appelle le Mondrian, parce qu'il y a des beaux carrés de couleurs, mais on voit au moins secteur par secteur où est-ce qu'on va aller chercher ces 200 millions de tonnes, et on a décliné ces objectifs à l'échelle régionale. Donc, voilà. Donc on s'est équipé pour suivre les objectifs. Et puis enfin, dernier élément, sur les moyens qu'on a mis en œuvre pour aller aider les entreprises, aider les citoyens à agir, là aussi c'est inédit. Moi, ne serait-ce qu'à l'ADEME, moi ce que je connais le mieux, c'est que le budget de l'ADEME, entre 2020 et 2024, il est multiplié par 4. On passe en gros de 1 milliard à 4 milliards, et ça c'est très concret. Enfin, c'est un soutien public inédit à la transition, décarbonation des entreprises. Voilà, ça n'était jamais arrivé. Alors, mais en fait, nous, notre budget, il est quasiment sanctuarisé, même pour l'année prochaine. Donc c'est... Sur la partie décarbonation, notamment de l'industrie, où on voit qu'il y a une convergence des luttes entre la souveraineté et la décarbonation, l'État continue à mettre massivement des moyens. Alors, là où on a eu quand même un vrai échec, il faut quand même le dire, un échec assez cuisant, qui aurait été assez puissant, mais parce qu'on s'y est mal pris, pour les changements de comportement des entreprises et des citoyens, c'est sur la taxe carbone. Évidemment, ça c'est un... Qui a donné lieu, mais parce qu'on s'y est pris comme des manches. Voilà, donc ça, il faudrait quelqu'un de très courageux pour remettre le sujet sur la table. Et alors on a plutôt, justement, comme le bâton a échoué, on a plutôt été du côté de la carotte, où il y a des subventions massives pour la rénovation des bâtiments. Plus récemment, on a du leasing social pour avoir des véhicules électriques. Et là aussi, donc là, l'État s'est engagé massivement, mais c'est sûr qu'on a raté ce qui était très structurant potentiellement, envoyer le bon signal économique à travers le prix du carbone. Mais bon, c'est un chantier qui pourra être pris dans les années à venir. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Hélène Valade, beaucoup de législation, beaucoup de réglementation, ce que parfois d'ailleurs les entreprises contestent en trouvant qu'il y a trop de réglementation, trop de législation. Au vu de votre expérience à la fois chez LVMH et aussi à la tête de l'ORS, qui rassemble donc des entreprises de secteurs divers, quels sont les sujets sur lesquels les entreprises ont le plus progressé pour voir le verre à moitié plein ? Oui, le verre est à moitié plein, ça je reprends l'expression. Et puis en même temps, et j'écoute et je parle souvent avec Jean Jouzen qui me dit, finalement, si les entreprises n'avaient rien fait pendant ces 10 ans, la situation serait encore pire. Et je pense qu'on peut entendre ça comme la preuve que les entreprises se sont mises en mouvement, pas simplement en s'engageant, mais en passant à l'action.
Et tout de même, dans cette période chahutée à bien des égards, ne tombons pas dans l'excès inverse, c'est-à-dire disons les choses qui ont été faites, disons aussi celles qui n'ont pas été faites. Il y avait en 2015 moins de 100 entreprises qui avaient une trajectoire carbone, qu'il avait déposée devant la norme qui s'occupe de ça, qui s'appelle SBTI, pour être très technocratique. Enfin bon, voilà, donc 100 entreprises avec une trajectoire, elles sont 11 000 aujourd'hui. Et elles ne s'occupent pas simplement, entre guillemets, de réduire leur propre consommation énergétique, en plus en faisant attention à les réduire davantage dans les pays où le mix énergétique n'est pas bon, hein, mais elles se sont aussi occupées de ce qu'on appelle le scope 3. Alors, le scope 3, pour ne pas être trop technique, c'est toutes les émissions qui viennent de la production. Je produis une matière, donc j'extrais des choses, ça produit des émissions de carbone, et en aval aussi des chaînes de valeur. C'est-à-dire j'amène un produit quelque part, je prends des transports, je produis des émissions de CO2. Bon. Et donc ce que vous disiez sur ce scope 3, c'est-à-dire sur la prise en compte d'une empreinte carbone globale, hein, y compris quand je vais, je ne sais pas, moi, avoir des champs de fleurs à l'autre bout du monde pour des parfums, qu'est-ce que ça émet en termes de CO2 ? Donc, il y a eu cette entrée de cette nouvelle comptabilité carbone dans les entreprises et dans leur manière de produire leurs produits, si je peux me permettre cette expression. Bon, c'est devenu extrêmement opérationnel. Vous voyez, dans certaines entreprises, on suit de manière hebdomadaire, notamment chez moi, le ratio air-mer, c'est-à-dire la substitution du transport maritime au transport aérien pour faire baisser les émissions de CO2. Bon. Je ne parle pas non plus de l'ensemble des offres, et notamment celles qui sont liées à l'économie circulaire, donc c'est-à-dire à la réparation, au recyclage, etc., qui ont transformé un certain nombre de modèles économiques. Donc on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais en effet, ça n'est pas suffisant au regard des exigences que vous avez rappelées et au regard des trajectoires qui sont devant nous. Et dans ce cas-là, moi, je fais quand même un appel à deux choses. La première, c'est... il faut absolument qu'on tire profit, si je puis dire, de ce moment pour être cohérent et pour dénoncer un certain nombre d'incohérences qui sont intellectuellement et en matière d'action absolument insupportables. Quand d'un côté, on dit qu'on va être dans le 25 degrés et que de l'autre, comme je disais tout à l'heure, on continue à subventionner les énergies fossiles, là, il y a quelque chose quand même, pardon, mais qui ne tourne pas rond. Quand par ailleurs on dit les trajectoires, mesdames et messieurs les entreprises, ça doit être 1,5, mais le plan d'adaptation c'est 4 degrés, moi je comprends pourquoi, hein, je comprends, sauf que les personnes dont c'est strictement pas le métier et qui m'écoutent gentiment en me disant bah oui il faut faire des efforts, me disent mais attends Hélène, tu me dis 1,5 alors que les scientifiques disent qu'on n'y arrivera pas et qu'il faut s'adapter à 4. Vous voyez, quand je dis ça, je nie pas le sujet, puisque j'en suis une des défenseuses peut-être les plus actives depuis 10 ans. Mais je dis simplement, il faut qu'on soit cohérent, rationnel, parce que maintenant, c'est une affaire d'opérationnalité, de conduite du changement dans les entreprises. Et donc, on a besoin de trucs rigoureux, cohérents, etc. Et puis, dernière chose, pardon, je suis un peu longue, mais je vais finir là. Tu disais taxe carbone et on a raté ce moment. Absolument, on a raté ce moment. On a raté ce moment et on a raté tout ce qui relève de l'écologie punitive. On ne conduit pas des transformations sociales, sociétales, en foutant la trouille à tout le monde. On l'a construit, on l'a conduit en mettant en avant des choses super positives. Donc oui, il faut parler de biodiversité. Il faut parler du nexus climat, biodiversité, eau. On parle des macaques, moi je parle des vers de terre. Le vrai sujet, c'est la biodiversité, c'est les sols. Et quand on s'attaque à ça, alors on a des résultats. Au bout de 3-4 ans, Marc-André Sello se dit très bien. Et donc on donne envie d'avoir envie de tout ça.
On va reparler dans quelques instants de comment on peut donner envie d'avoir envie. Gaspard Koenig, comme Baptiste Périssin a parlé, vous avez une remarque sur 2027. Nadia Maïzi parlait tout à l'heure du fait que les politiques n'y étaient pas du tout sur le sujet, même si voilà, il y a quand même des choses qui se sont passées ces 10 dernières années et une action réelle qui a été engagée en France en particulier, mais aussi dans d'autres pays. Vous êtes aussi un acteur politique. Est-ce que réellement, en tout cas vous avez une parole politique et vous avez des idées pour un système politique. Quel regard est-ce que vous portez-vous sur ces évolutions et notamment l'implication du politique qui à un moment donné a porté très très fort ces questions et puis on voit bien là que dans le débat public c'est un peu fluctuant, un coup oui, un coup non, on fait la taxe carbone, on la fait plus, on met de l'argent, on l'enlève et avec certains acteurs qui sont quand même sur des discours totalement anti-écologiques pour faire un peu raccourci. On peut même dire que les acteurs qui sont aujourd'hui les favoris pour diriger le gouvernement dans les années qui viennent veulent supprimer Baptiste. Ils veulent supprimer l'ADEME. Dire le retour et derrière en arrière, l'ADEME, les politiques qui vont avec. Ou le bac, les politiques qui vont avec. Comme le font déjà d'autres pays, par ailleurs, qui nous devancent un peu politiquement. Donc le backlash, il n'est pas théorique, là, il est extrêmement réel et il définit aujourd'hui toute une partie de la politique. Alors, ma tentative d'être optimiste là-dedans, c'est de penser que historiquement, le moment où les forces conservatrices, je dis conservatrices, ça peut valoir pour la gauche ou la droite, commencent à s'attaquer vraiment à un sujet, c'est que la victoire est assez proche. Ça s'est passé pour le suffrage universel quand Guizot a dit non, surtout pas. A monté le parti de l'ordre. Ça s'est passé pour la séparation de l'Église et de l'État quand le parti clérical a dit non, surtout pas. Ça s'est passé pour l'abolition de la peine de mort dans les années 70, quand tout d'un coup c'était devenu vraiment un sujet politique. Et on voit que finalement, les forces conservatrices s'accommodaient de l'écologie tant que c'était pas dangereux et qu'on changeait les LED. Mais que le fait que ce backlash trahit le fait que ça devient très sérieux, que ça engage des changements complets de paradigme, que ça déstabilise forcément certains acteurs. Et donc, j'espère qu'en fait, on assiste, alors le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais un peu au chant du cygne, de ceux qui vraiment ne veulent pas concevoir le changement, ne veulent pas se représenter les risques et restent dans le déni. Alors, la deuxième chose que j'aimerais dire pour rebondir sur les vers de terre, puisque oui, parlons des vers de terre, et je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que pour inciter à l'action, faire rêver, etc., il faut pas être de la biodiversité. Le carbone, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Parce que d'abord, mon action est diluée dans le monde entier, dans l'atmosphère du monde entier. Que mon action n'a pas d'effet avant 20 ou 30 ans, vu les effets d'inertie. Aujourd'hui, le climat de 2050, il est quasiment joué aujourd'hui. On parle là, on travaille sur le climat de 2060, donc c'est pas très exaltant. Et en plus, on travaille non pas pour améliorer la situation, mais pour la rendre moins pire. Donc il n'y a rien de plus décourageant. En revanche, quand on laisse pousser l'herbe dans son jardin, au lieu de la tondre, et qu'on voit les insectes revenir, et les oiseaux revenir, et qu'on entend plus de chants d'oiseaux au printemps d'après, et ben, en très peu de temps, effectivement, ou qu'on régénère un sol agricole, effectivement, ça prend quelques années quand il y a encore assez de résilience dans le sol, c'est pas toujours le cas, mais c'est très réjouissant, très positif, et il faut parler de ça. Et quand les écolos disent on n'est pas là pour parler des petits oiseaux, mais si, justement, il faut absolument parler de ça, parler de ce que Élisée Reclus appelait le sentiment de nature dans les sociétés modernes. Mais dernière chose, il faut quand même traiter le carbone. Et le carbone, là, et j'en suis désolé, parce que ce n'est pas ma tasse de thé, mais le carbone, autant la biodiversité, ça doit passer par l'action, je pense, locale, sensible, c'est vraiment un vecteur puissant, autant le carbone, ça passe par l'État. Parce que c'est un truc tellement ennuyeux. Il y a de data et d'ingénieurs que, effectivement, ça doit passer par l'expertise. Mais comment, après, la question, c'est comment l'État doit gérer ça. Et aujourd'hui, et ça a été un peu dit par Baptiste, même s'il n'ose pas le dire, aujourd'hui, l'État, il a géré ça, comme il n'a pas pris de vraies décisions. Il gère ça, bon, bah, d'un côté, ok, l'avion, vous pouvez continuer à rouler, hein, mais de l'autre côté, on va faire de la planification. Et donc, on a plein d'experts qui découpent le truc en 1000 morceaux. Parce qu'il n'a pas eu le courage de prendre une mesure qui permettrait en fait d'éviter largement la complexité de la planification et la bureaucratie qui va avec, qui est la taxe carbone. La taxe carbone, elle existe en France. Je veux dire, elle est opérationnelle. Elle est, je crois, à 44 € la tonne, si je ne me trompe pas. Elle n'a pas augmenté depuis 10 ans.
Le jour où vous mettez une taxe carbone, je dis n'importe quoi, je sais qu'en Finlande, elle est à 100 €, si vous la mettez à 1 000 €, expérience de pensée. Hein. Mais vous n'avez plus besoin, je pense, de plans sectoriels très compliqués, avec des directives, en comptant sur la bonne volonté des entreprises. Non, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que le jour où les produits carbonés deviennent extrêmement chers, le marché va s'ajuster, c'est ça sa puissance, et il faut peut-être justement lui reconnaître cette efficacité, va s'ajuster très, 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 très vite pour offrir des produits moins carbonés, donc moins chers. Et s'agissant de l'injustice sociale que ça peut créer, et qu'on a vu évidemment avec le mouvement des gilets jaunes qui partait de là, de l'augmentation de cette taxe carbone, la solution dont je n'ai pas très bien compris encore les inconvénients, c'est de redistribuer le fruit de cette taxe carbone sous forme d'un dividende universel. C'est-à-dire que tout l'argent qui est récupéré par cette taxe est immédiatement redistribué aux citoyens de manière égale, de sorte que l'incitation reste, puisque les prix fluctuent, mais que le dédommagement est plus important en fait pour les plus bas revenus, qui sont plus touchés proportionnellement par la taxe carbone, mais moins en valeur absolue, et qui donc globalement vont recevoir davantage qu'ils vont payer à travers l'augmentation des prix des produits carbonés. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en fait c'est assez simple comme mesure. Oui, mais ça demande une vraie volonté politique. Et faute d'avoir cette vraie volonté politique, on fait plein de petits machins de planification, de comités, et on compte sur la bonne volonté des entreprises. Mais il ne faut pas compter sur la bonne volonté des entreprises. Vous mettez une taxe carbone, les entreprises les plus vicieuses, de plus mauvaise volonté vont en fait faire des actions vertueuses parce que vous aurez mis une régulation qui crée le bon système d'incitation. C'est ça qu'il nous faut, en restant dans une économie libérale classique. Merci. Baptiste Périssin-Faber, pour rebondir, l'idée c'est effectivement aussi de cette conférence et de l'ensemble de ces 2 journées aux Rencontres Capitales, c'est plutôt de rester dans une logique de mobilisation et de travailler à quelque chose qui serait désirable et à un nouveau projet de société. Comment justement on construit ce nouveau narratif Gaspard Koenig vient de parler à l'instant de la taxe carbone, qui est quand même une mesure, vous dites c'est simple, mais pour le grand public c'est quand même une mesure éminemment complexe de comprendre de quoi on parle exactement, qui sera touché et quelles sont les implications. Comment on construit ce narratif, comment on embarque l'ensemble de la société sans avoir justement des clivages, que ce soit citoyens des villes versus citoyens périurbains quand on parle de mobilité, que ce soit les entreprises vertueuses contre celles qui seraient sur des secteurs éminemment pollueurs par essence, puisqu'on a tout un tas de secteurs qui aujourd'hui sont quand même parmi les plus contributifs au réchauffement climatique ou aux problématiques environnementales en général. Et comment surtout on amène cette idée que l'écologie c'est pas forcément punitif, mais c'est quelque chose de beau, en tout cas qui peut être beau et qui peut être facteur de performance, si je veux reprendre aussi l'intitulé de cette table ronde, qui peut être vecteur de progrès et d'un mieux pour tout le monde. Oui, alors à l'ADEME, ça fait plusieurs années qu'on réfléchit au récit de la transition. Parce qu'on a, évidemment, on fait aussi, en lien avec les administrations, des exercices technocratiques, on fait des beaux tableaux, des courbes, on se projette, et c'est important. Des hypothèses. C'est important pour piloter une transition. Mais dans nos scénarios de prospective, au-delà des chiffres, au-delà des courbes, on a essayé de les mettre en récit. Essayer de montrer à quoi ça ressemble, comment son mode de vie finalement est changé dans un monde bas carbone. Est-ce que vraiment c'est le retour à la lampe à huile ou au contraire, est-ce que c'est un mode de vie désirable? Et donc dans notre scénario de prospective, à chaque fois, on les associe. Donc on a plusieurs scénarios avec plus ou moins de sobriété, plus ou moins de technologie, et on essaye de raconter à quoi ça ressemblera un monde bas carbone. Et alors, tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut qu'on parle de biodiversité, c'est beaucoup plus concret, mais je pense qu'il faut aussi qu'on arrête avec l'ours polaire là, qui est sur son iceberg, qui a été très mobilisateur au moment de la COP21, mais aujourd'hui, je pense aussi qu'on va perdre pas mal de la population si on ne tient pas un discours plus productif de la transition, où on montre les emplois, on montre les opportunités économiques, ou par exemple sur la sobriété. On a beaucoup travaillé sur le sujet de la sobriété, qui a été un gros mot un peu tabou pendant très longtemps, et puis il y a eu la guerre en Ukraine, la crise énergétique, et tout d'un coup, et puis en plus les centrales nucléaires qui étaient pas trop en forme au moment de l'hiver 2023, et donc tout le monde s'est mis à parler de sobriété.
Mais je crois que là aussi, la sobriété est encore trop clivante, encore trop idéologique, alors qu'en fait, on peut avoir un discours très positif de la sobriété, où la sobriété, c'est pas se priver, c'est aussi gagner de nouvelles marges de manœuvre en termes de pouvoir d'achat. Si on importe moins de gadgets électroniques inutiles ou de vêtements à usage unique qui viennent de l'autre bout de la planète, mais qu'on produit en France des objets plus durables, bah, c'est de la sobriété, ça, et il faut le raconter. Quand on s'indépendantise du gaz russe, c'est de la sobriété et c'est très bénéfique sur notre balance commerciale et ça crée des opportunités. Donc on essaie d'avoir un discours beaucoup plus économique positif de la sobriété pour montrer, pour donner envie, effectivement. Alors on a fait aussi des travaux avec des artistes pour qu'on arrive à se projeter dans ce monde bas carbone qui est un peu éloigné, mais qui en réalité est très proche de nous. Et puis dernier point, mais ça j'ai oublié d'en parler, on va beaucoup insister dans nos prochains récits aussi sur les co-bénéfices de l'action climatique, parce qu'on parle du carbone et c'est un peu abstrait à se représenter. Par contre, tous les co-bénéfices en termes de santé, en termes de qualité de l'air, en termes donc oui, de santé, donc de qualité de son mode de vie. Ceux-là aussi, il faut les raconter parce qu'ils sont beaucoup plus tangibles et ils sont à court terme. Merci. Nadia Maïzi, vous évoquiez tout à l'heure le fait que le backlash il concernait aussi le discours scientifique. Vous disiez que les scientifiques étaient fortement attaqués et on le constate en particulier depuis le Covid. Comment on peut, est-ce que la communauté scientifique peut s'inscrire dans ce nouveau narratif avec la difficulté aussi que, par essence, le scientifique il parle de son secteur de connaissances et que la science elle est aussi très découpée, alors que là vous êtes tous à nous expliquer et je pense qu'on en est assez d'accord qu'il faut raisonner globalement. Alors le scientifique, il a une position qui est assez compliquée. Déjà, ça dépend de quel cadre. Dans quel cadre il s'exprime. Donc, par exemple, si je reviens au GIEC, le GIEC, c'est une instance dans laquelle on nous demande de faire l'évaluation de la connaissance et notre parole ne doit pas être une parole de recommandation, mais une parole qui, simplement, de manière neutre, restitue la connaissance. Donc, dans ce cadre-là, on n'est pas en droit de s'exprimer pour dire quelles sont les orientations qui nous paraissent les plus intéressantes. Alors, vous comprenez que le dérapage est rapide quand même. À l'extrême inverse, on peut se retrouver avec des scientifiques qui ont un tel engagement personnel qu'ils vont se positionner en fait comme des activistes. Et donc la parole scientifique va aussi, de mon point de vue, être brouillée. C'est très compliqué donc d'arriver à trouver la bonne mesure. Et c'est sans doute pour ça qu'on est extrêmement contesté, parce qu'il va y avoir des gens qui disent il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on aille là. Et puis le lendemain, il y a un autre scientifique qui, lui, essaye d'être plus pragmatique et neutre, et qui va être très différenciant. Donc on va nous dire, vous n'êtes pas d'accord entre vous, etc. Enfin, voilà. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la science, c'est la culture du doute. C'est-à-dire que avant de vraiment vérifier un résultat, il faut des travaux qui sont extrêmement conséquents. Et que donc ce rapport du GIEC, si vous le regardez bien, ce qui est très important, c'est ce qui a marqué entre parenthèses dans chacun des résultats qui sont apportés et qui dit quelle est la vraisemblance de ce résultat en termes de probabilité d'occurrence. Donc on va avoir des résultats dont on va dire c'est very likely, en anglais dans le texte, c'est-à-dire que c'est très probable. Et puis des résultats unlikely, et puis toute une gradation. Donc il y a un raccourci médiatique très fort, parce qu'il y a plein de gens qui s'emparent du rapport du GIEC, et dès qu'on parle d'une chose, on dit « Ah, le GIEC a dit que », parce que c'est mentionné à un moment dans les milliers de pages en fait, qui sont produites.
Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer la difficulté. Donc la nécessité peut-être d'avoir une meilleure culture scientifique et compréhension des ressorts de la science à une époque où on est plutôt dans une logique d'affirmation et d'avis très tranchés et assez clivants. Complètement. Et ça m'amène à prôner en fait la lenteur. Moi, je pense que dans cette situation dans laquelle on prévoit et on montre un monde chaotique et où on parle d'urgence en permanence, premièrement, la lenteur, c'est la vertu d'arriver à bien expliquer les choses. Donc tout à l'heure, il était dit, on parle d'1,5 degré, et puis après on parle de 4 degrés, et puis les gens ne savent plus où donner de la tête. Ben, si vous me donnez 5 minutes, je peux vous l'expliquer. Voilà, c'est pas compliqué. Donc le décideur doit commencer par accepter de s'asseoir et d'écouter tranquillement ce qu'on peut lui apporter. Et ça, c'est une chose extrêmement difficile à obtenir. Et à partir de là, ça permet en fait de réfléchir à un temps très long avec des actions dans un temps très court. Parce que, à force de parler de 2050, de 2070, et en plus, c'est des gens assez âgés qui en parlent, je veux dire, ils seront plus là, eux. Donc, quelque part, ça permet aussi de mettre en doute la crédibilité de ce qu'ils peuvent raconter. Donc, il y a ces deux aspects qui sont, de mon point de vue, très importants. Alors, on parle de planification. Donc, il faut aussi entendre qu'il y a des pays qui font de la vraie planification. Et j'ai envie de parler un peu de la Chine, parce que la Chine, de manière, à bas bruit, en fait, elle s'exprime et elle est toujours regardée avec une espèce de condescendance ou de mise en cause, d'a priori. En 2020, Xi Jinping a dit qu'en 2060, la Chine atteindrait la neutralité carbone dans une atmosphère médiatique totalement dubitative. Depuis 12 mois, la Chine a une tendance à la baisse dans ses émissions. Et la Chine, elle a planifié ça avec quelque chose de vertueux pour elle-même, c'est-à-dire en déployant une industrie manufacturière qui a pris le lead sur toute la planète dans tout un tas de solutions sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que c'est évident pour tout le monde. Mais quand on parle de la Chine, on ne parle que des externalités négatives sur les modes de consommation, ce qu'ils vendent sur leur site. Bon, excusez-moi, je crois qu'il y a plein d'autres pays qui sont aussi dans ce schéma depuis assez longtemps et qu'on admet. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, moi, il me semble que... Alors ça, c'est des analyses qu'on a aussi en tant que scientifiques, parce que pour nous, c'est important d'essayer de comprendre ce qui se fait sur toute la planète et de ne pas être que dans un prisme où on va se concentrer sur un seul endroit. Et sur le récit, si on veut revenir là-dessus, il est donc très important de, premièrement, être lent, essayer d'implémenter sur du court terme, mais regarder aussi le long terme. Et moi, quand je vois les mesures, alors on va mettre une taxe, on va développer ci, ça me dit rien, en fait, moi, en tant que citoyen. Ce que je pense, c'est qu'il y aurait une autre façon de présenter les choses, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'on peut reprendre un peu la réflexion sur le sens et sur notre façon de vivre? Parce que quand on a parlé de sobriété, par exemple en France, et que moi, dans le cadre du GIEC, dans le chapitre dans lequel je travaillais, on parlait de sobriété, eh ben, il y avait la moitié des auteurs qui venaient de pays du Sud, qui disaient « Non mais attendez, vous ne parlez pas de sobriété, puisque nous, on est en train de discuter de niveau de vie décent. » Donc, en fait, il faut se repositionner pour parler de valeurs, parler de normes, parler de culture, et questionner, par exemple, un terme, moi, qui, à chaque fois que je l'entends, me hérisse, s'appelle pouvoir d'achat. Parce qu'on a expliqué aux gens que pouvoir d'achat égale bonheur. Mais enfin, c'est pas parce qu'on a plus de quoi acheter qu'on va être mieux. Donc en fait, il faut revenir vraiment fondamentalement sur des valeurs. Et là, on peut faire un projet de société dans lequel on embarque tout le monde. Parce que je pense qu'il y a fondamentalement des transformations très importantes à discuter. Et c'est là où le débat doit remonter vers l'ensemble des citoyens
qu'il faut bien sûr embarquer et arrêter de jargonner de sorte qu'il soit exclu assez rapidement de toute discussion autour de ces sujets et être beaucoup plus pédagogique et simple, parce que le problème est très très simple. Merci. Gaspard Koenig, il faut un nouveau projet de société. C'est ce aussi à quoi vous appelez, notamment sur cette question de sobriété et de modèle économique. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu en préparant cette table ronde. Oui, alors, mais moi je suis très sceptique sur la notion de sobriété. Alors, je suis un lecteur de Thoreau, j'adore l'idée de simplification, de dépouillement, de vivre la vie à l'os avec intensité. Mais vraiment, je pense que si on fait de ça un projet de société, c'est suicidaire. C'est absolument pas ce qu'on... Enfin, il y a 25 millions de personnes qui consomment du Chine, ils ne sont pas tellement dans l'état d'esprit Thoreau. Et le temps de les convertir à Thoreau, je pense qu'on sera grillé. C'est bien de le faire, mais ces comportements presque ascétiques, au fond, sont quand même réservés à une élite, pas forcément une élite en termes de revenus ou de sociologie, mais enfin une espèce d'élite cognitive ou existentielle, qui a toujours existé d'ailleurs, il y a toujours eu ce type de profil, mais qui ne me semble pas universalisable du tout. Ça veut dire que vous ne croyez pas à ce que viennent d'expliquer, enfin de dire Baptiste et Nadia sur le fait que la sobriété, ce serait justement pas cette notion d'ascétisme. Moi, je ne donne pas la sobriété, hein, excusez-moi. Oui, non, mais sur le fait d'être peut-être avec une autre vision, c'est ce que vous disiez sur le pouvoir d'achat qui n'abonne pas le bonheur. J'avais fait effectivement C'est ça, un lien. Mieux aligné sur des valeurs qui ne sont pas forcément celles qui sont véhiculées dans notre société. Est-ce que ça, ce serait un point de convergence pour vous? Justement, ce que je voulais dire, c'est que la nature, elle nous apprend la jouissance. Et une jouissance extrême, en fait. Les animaux, ce qu'on peut vite voir un cheval devant un tas de foin, ils ne se comportent pas avec sobriété, ils baffrent. Tout le monde baffe, la nature, elle explose, elle est très excessive. Et elle surexploite aussi ses ressources, on en a parlé au début. Et donc, simplement, comment jouir et de quoi jouir? C'est ça la vraie question. Et Élisée Reclus, dont je parlais tout à l'heure, a vraiment une phrase qui m'avait interpellé. Il dit « Nous sommes devenus une société si guindée que nous avons honte de jouir d'un rien. » Et effectivement, ça fait un peu neuneux de dire que c'est joli les rayons du soleil au couchant, que c'est agréable d'entendre le chant des oiseaux, tout ça, personne n'ose le dire. Mais en fait, ça procure une jouissance extrêmement forte, ou voilà, laisser pousser, enfin, toutes ces choses qu'on peut faire, toutes ces actions très concrètes. Donc, plutôt que de culpabiliser les gens, leur montrer d'autres sources de jouissance, enfin leur montrer, c'est un peu paternaliste de dire ça, en tout cas les expérimenter sur soi et les donner à connaître, me semble assez puissant. Maintenant, ça, c'est de l'ordre culturel. Je ne pense pas qu'on peut vraiment bâtir un projet politique autour de ça, mais qu'en revanche, sur le projet politique, il y a des choses un peu plus, je veux dire, pas techniques, mais un peu plus lourdes en termes de politique publique, qui sont aujourd'hui presque là. Et donc, on a parlé de la fiscalité carbone, qui reste quand même, enfin, plus personne n'ose en parler, puis ça fait déjà ringard, alors qu'en fait, tout est à faire et que c'est très, très, très puissant. Mais il y a un deuxième sujet qui est pour moi le plus transformateur de tous, et sur lequel on a l'impression qu'on est au point de la bascule, c'est la transition agroécologique. L'agroécologie, c'est d'abord les agriculteurs, ils occupent plus de 50% de la surface du territoire. C'est eux qui manient la nature. C'est eux qui peuvent la détruire, mais c'est eux qui peuvent la sauver aussi. Un champ qui est cultivé en agroécologie, je ne vais pas revenir sur la définition, mais enfin, disons, de manière plus propre, écologique, et en cherchant des solutions fondées sur la nature, etc., il va apporter évidemment plus de fertilité au sol, moins de dépendance vis-à-vis des engrais azotés russes, parce qu'on sanctionne la Russie sur le gaz, mais pas sur les engrais azotés, parce qu'on en a trop besoin pour notre agriculture. Et donc notre agriculture chimique industrielle, elle est source de dépendance géopolitique. Des sols en bonne santé, c'est de l'eau propre qu'on n'a plus besoin de construire des usines à 10 millions pour dépolluer. C'est évidemment de la biodiversité qui revient, c'est aussi du carbone qu'on stocke. Je rappelle la loi du 4 pour 1000, si on augmente la matière organique dans les sols de 4 pour 1000 par an, on pourrait compenser, c'est très théorique parce qu'on ne le fera pas sur tous les sols de la planète, les émissions carbone excédentaires de l'humanité.
Et en plus, c'est beau à voir. Et maintenant, les agronomes nous disent que c'est, en termes de rendement, non seulement évidemment beaucoup plus pérenne et soutenable, mais relativement équivalent à 5 ou 10% près de ce qu'on peut produire aujourd'hui. Donc, et cette transition, la question physiocratique, c'est retrouver l'idée que la richesse, toute richesse vient du sol, que le sol est la matière première de l'humanité, l'humanité vient d'humus, étymologiquement, et je pense, pourrait être un très beau projet, pour le coup, politique, de même qu'on a fait la Révolution verte dans les années 60, ça c'est un projet politique. Les physiocrates du XVIIIe, c'est politique, d'ailleurs ça va jusqu'à la Révolution française. L'agriculture est un objet politique. Et vous allez me dire, les agriculteurs n'ont pas l'air franchement dans cet état d'esprit aujourd'hui. Je ne suis pas si sûr. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils détestent, c'est que c'est pas clair. C'est pas clair et c'est compliqué. Et on les met en concurrence déloyale. Si vous leur dites, OK, on fait cette transition agroécologique, on crée comment on appelle ça, des clauses miroirs sur les traités de libre-échange pour éviter de vous mettre en concurrence déloyale, on le fait au niveau européen, et on réorganise tous les circuits qu'on a inventés dans les années 60, de subventions, de filières agroalimentaires, de formation agricole, pour vous mettre sur cette trajectoire-là, mais les agriculteurs, c'est une profession hyper adaptative, ils s'adaptent constamment aux nouvelles exigences du consommateur, à la géopolitique, bon. Et en fait, ça, ça c'est un projet de société peut-être un peu plus concret que la jouissance, qui me semble très holistique. En fait, on peut on revoit beaucoup de choses, y compris l'aménagement du territoire autour de cette question agroécologique, et c'est puissant pour tout, pour le carbone, pour la santé humaine, pour les sols. Merci beaucoup. Nathalie Tubiana, comment la finance responsable, est-ce qu'elle peut accompagner ce nouveau narratif qui, on voit, peut prendre des formes très différentes ? Oui, alors on va revenir sur des sujets un peu plus opérationnels. Alors la finance responsable... Finance et sobriété, on peut se dire que spontanément, ça ne va pas ensemble. Finance et sobriété, si, ça va très bien ensemble. C'est surtout que le rôle de la finance responsable, au-delà des sujets de mobilisation, de s'assurer que les flux sont bien orientés vers la transition écologique et pas vers des activités néfastes pour l'environnement, peut avoir d'autres rôles pour maintenir la dynamique. On a aussi un rôle pour révéler le coût de l'inaction. Donc ça, je pense, c'est extrêmement important aussi. Donc on a beaucoup de travaux, tous les acteurs financiers le font, la Caisse des dépôts bien sûr, pour évaluer l'exposition de notre portefeuille, parce qu'en fait nous avons des entreprises en portefeuille exposées aux risques climatiques. On a beaucoup progressé sur ce sujet-là, on n'est pas encore au bout des travaux, mais on progresse bien. Et ça, c'est important d'être à l'aise avec l'évaluation que l'on fait, et d'ensuite de la révéler, de l'expliquer. On fait beaucoup de pédagogie, on passe un temps incroyable à faire de la pédagogie, et ça vaut tout autant que s'assurer, mettre des chiffres dans des cases et s'assurer que les flux vont là où ils doivent aller. Donc, expliquer pourquoi un portefeuille dans l'immobilier, on a notamment des portefeuilles immobiliers, est exposé à tel niveau de risque climatique, et que si on n'agit pas, ce portefeuille va perdre de la valeur financière, mais aussi de la valeur en termes de sociétal, parce que c'est ça qui est derrière aussi. Ça, c'est extrêmement important. On passe beaucoup de temps aussi à faire les mesures des externalités positives extra-financières. On ne fait pas que du financier, on fait beaucoup d'extra-financiers. Là aussi, on a beaucoup progressé. On est en train de déployer, on impose désormais une grille de cotation extra-financière aux côtés de la grille de cotation financière classique avant le lancement de tout projet d'investissement, de manière à ce que le décideur puisse s'appuyer à la fois sur des critères financiers et des critères extra-financiers, pour révéler, encore une fois, là, les impacts positifs des projets. Il nous est arrivé de refuser de financer des projets parce qu'ils ne réunissaient pas les critères extra-financiers alors qu'ils étaient rentables. Voilà, donc ça, c'est la finance responsable, c'est ça aussi. Et c'est ça qui permet de dépasser les sujets purement financiers, et c'est extrêmement important. Je pense que globalement, tous les acteurs financiers procèdent de la même manière aujourd'hui. Merci beaucoup. On va passer aux séances de questions-réponses, aux questions de la salle dans quelques minutes. Avant, Hélène Valade, dans ce narratif, la question du pouvoir d'achat, de la sobriété, on sait que les entreprises, elles ont une responsabilité parce que le modèle aussi pour consommer, pour être heureux, c'est aussi un modèle qui a été porté pendant longtemps et qui l'est encore par un certain nombre d'acteurs économiques. Comment est-ce qu'on peut changer la narration, y compris pour les entreprises elles-mêmes, pour que cette sobriété ou cette recherche de sens, elle puisse apparaître comme étant aussi bénéfique au modèle d'affaires, parce qu'on sait très bien que les entreprises, elles vont pas changer de modèle juste pour le bien public.
Ouais, merci beaucoup de cette question. Je pense qu'il y a plusieurs choses à articuler dans le même espace-temps en fonction des cibles et des publics que nous avons en face de nous. Je pense qu'en effet, le dialogue avec entre les institutions financières et les entreprises est capital, surtout que les institutions financières, notamment les institutionnelles, gardent le cap en ce moment, et on peut le dire, et je me permets de le dire peut-être encore plus fortement que vous. Mais pour ça, il faut que les entreprises soient capables de mettre des choses robustes en face, de mettre des indicateurs qui soient calculés selon les mêmes mesures, partagées, etc. Et puis qui aient fait une analyse des risques extrêmement puissante. Donc en ce moment-là, alors, on fait des gros travaux sur l'analyse des risques liés au dérèglement climatique en mettant en avant des choses dont on n'a pas du tout parlé, mais des impacts sur la santé. Et c'est comme ça aussi que j'en viens au récit, parce que mettre peut-être un peu plus en avant ce que veut dire vivre en chaleur humide dans un certain nombre de pays du monde, ou tout simplement travailler dehors, dans les champs, 4-5 jours d'affilée avec du 50 degrés, hein, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a une manière de raconter les choses vraiment différemment, en mettant en avant les risques, en mettant en avant le coût de l'inaction, sans faire peur, hein, pour pas que je sois en contradiction avec moi-même, mais en allant chercher les ressorts qui concernent chacun individuellement, et je pense que c'est vraiment important. La deuxième chose, et je ne peux que rejoindre ce que vient de dire Gaspard, alors je le dis comme lui sur l'agriculture régénératrice, mais je le fais aussi, puisqu'on est en train de conduire des projets d'agriculture régénératrice dans l'ensemble des filières d'approvisionnement de LVMH. Et je confirme qu'en effet, au bout de 3-4 ans, la qualité des sols s'améliore, le stockage du carbone que l'on peut mesurer dans les sols s'améliore aussi, etc., etc. Et ça, vraiment, c'est un ressort puissant pour continuer à agir, même si on a un problème de rendement pendant les 3-4 premières années, qui est vraiment beaucoup plus bas, mais on le compense, hein, d'où notre place d'ailleurs, de manière à aider les agriculteurs dans cette période de transition un peu compliquée. Et puis il y a une dernière chose que je voudrais mettre sur la table des discussions, c'est que j'entends très bien le discours sur l'évolution du modèle économique lui-même, et donc de la récupération de ce thème. Alors moi, je ne parle pas de taxe carbone, mais je parle de prix du carbone, parce que je pense que la sémantique est importante aussi dans toutes nos affaires, là. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne regarde pas assez, ça mériterait de le faire peut-être plus, c'est ce que sont en train de faire les assureurs en ce moment, en introduisant une corrélation que je trouve très intéressante entre comportement à impact positif sur le climat ou la biodiversité ou l'eau d'ailleurs, et taux assurantiel. Autrement dit, comment peut-on aller vers des modèles qui cessent de punir, mais encouragent et corrèlent justement soit un taux d'intérêt, soit un taux de souscription à des comportements qui auraient pris en compte telle ou telle action pour favoriser la transition, etc. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on creuse davantage ceci. Et puis, dernière chose, je pense qu'il serait temps aussi de s'occuper un peu plus du méthane que du carbone. Mais bon, je ne suis pas scientifique et ce n'est pas ça que je défendrai le plus. Mais enfin, voilà, dans cette cohérence à laquelle je faisais appel tout à l'heure, je pense qu'il y a peut-être aussi un petit sujet autour de ça, comment prioriser peut-être des actions autour du méthane. Merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle, et donc vos questions. Pour attaquer cette séance, je vais passer la parole à Néo Terlecki et Cléa Cornet, qui sont étudiants à l'ISCPA groupe Igencia et qui nous accompagnent sur l'école qui nous accompagne sur ces rencontres et qui a quelques questions pour vous. Alors bonjour à tous. Madame Maisy, vous avez évoqué le fait que les endroits les moins responsables du dérèglement climatique étaient souvent ceux les plus touchés. Et malgré leur rôle central dans la préservation de la biodiversité, les populations autochtones sont souvent mises de côté dans les COP. Je pense notamment aux événements survenus à Belém au Brésil lors de la COP 30 où des populations autochtones ont tenté de s'introduire mais ont été
été refoulé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que déjà, sur Belém, pour chaque COP, il y a traditionnellement une grande manifestation qui a lieu le week-end entre les 2 semaines de la COP. Et il faut quand même noter qu'elle a eu lieu à Belém, alors que depuis plusieurs COP, cette manifestation était interdite. Ensuite, donc, je n'y étais pas, donc je ne sais pas comment les populations autochtones ont été traitées dans le cadre de cette conférence, mais moi j'avais l'impression qu'ils étaient mieux représentés que dans les précédentes, encore une fois. Et en tout cas, c'est ce à quoi le président Lula s'était engagé, que cette COP soit une occasion de faire remonter les situations de ces populations. Et il me semble, dans quelques articles que j'ai pu lire, qu'il y a eu quand même un témoignage, en fait. Maintenant, si je vais vite, mais qui s'intéresse aux populations autochtones, tout simplement. Les pourcentages de ces endroits dans lesquels il y a maintenant impossibilité de vivre augmentent. Mais ça concerne, par exemple, les îles Vanuatu, par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon. On a commencé à déplacer en fait une ville entière qui va être totalement inhabitable. Mais ce sont des nombres d'habitants qui sont très limités. Donc vous faites la conclusion tout seul. Bonjour à tous, merci beaucoup déjà de nous avoir invités, puis de nous donner la parole ici. Tout au long de la table ronde, donc, vous avez détaillé le rôle crucial et grandissant des acteurs financiers, des entreprises et des industries dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement du coup depuis la COP 21. Je me demandais, nous, à notre petite échelle, comment peut-on contribuer à cette transition entre certains engagements pris comme des valeurs personnelles telles qu'arrêter de prendre l'avion ou engrainer au contraire la surconsommation. Comment gérer une sorte de juste milieu dans nos habitudes? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Baptiste, allez-y. Alors, d'abord, vous pouvez déjà vous former. On a besoin d'étudiants équipés pour les défis du futur. Donc on a besoin de gens qui sont capables de faire des ACV, on a besoin de gens qui vont aller dans le business et qui sont capables d'équiper les entreprises avec les bonnes méthodologies pour créer ces trajectoires, etc. Donc déjà, formation, ça c'est numéro 1. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, j'encourage à utiliser un outil de l'ADEME qui s'appelle Nos gestes climat, et vous pouvez en quelques minutes déjà faire votre bilan carbone et puis regarder quels sont les postes de consommation ou en tout cas dans vos actions du quotidien qui pèsent le plus en termes de climat. Donc ça vous permet de monter sur la balance carbone, et ensuite il y a quelques recommandations sur ce que vous pouvez faire, parce que c'est vrai que parfois on n'a juste pas les bons ordres de grandeur en tête. Est-ce qu'il vaut mieux réduire la viande, moins faire d'avion, prendre son vélo, voilà. Et donc ça permet, et on l'a fait, on a l'empreinte carbone, mais on a aussi l'empreinte eau, de bien comprendre les ordres de grandeur et de se dire qu'est-ce qui a le plus d'impact et qu'est-ce que je suis prêt à faire. Moi, j'ai envie de vous dire, venez vite travailler dans nos entreprises, parce que vous êtes la génération tout de même qui a été formée. Vous avez eu des cours sur le développement durable assez tôt dans vos parcours. La mienne, pas du tout. Donc vous avez, par structure, j'ai envie de dire, par mode de socialisation, des réflexes dont vous n'êtes peut-être pas conscient, mais qui sont littéralement différents des personnes qui entraient dans l'entreprise il y a 20 ans. Et donc, moi, je compte, on parlait d'effet d'aubaine tout à l'heure, je compte aussi beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, je pense, sans vous faire reposer sur vos épaules le poids de tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais vous incarnez une autre façon de voir les choses. Et donc, vous allez la porter dans les entreprises. On le voit d'ailleurs déjà. On a le levier qui nous fait aller très très loin au sein des entreprises, c'est justement nos collaborateurs qui sont en attente très forte. Donc vous incarnez ça. Et deuxième chose,
les éco-gestes, c'est très important, mais moi je pense qu'il est temps que vous mettiez vos petites cellules grises au service de la réflexion sur les modèles économiques. Il y a des équations qu'on n'a pas craquées, et je pense que ça sera beaucoup plus puissant que de se dire fais ci, fais pas ça, quoi. Voilà. Nathalie. Oui, venez à la Caisse des dépôts aussi, on recrute pas mal d'étudiants. Non, enfin, vous pouvez aussi participer aux consultations citoyennes qui sont organisées un peu partout dans les territoires. C'est important parce que si on veut agir correctement, il faut agir là où c'est nécessaire et comme il faut. Voilà, parce qu'on a besoin d'une écoute terrain en quelque sorte. Et donc vous êtes des citoyens comme nous tous et votre voix compte aussi en tant que jeunes en quelque sorte et les générations qui vont vivre encore beaucoup plus longtemps que nous, enfin moi en l'occurrence. Et donc voilà, c'est important que vous puissiez vous exprimer à cette occasion aussi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre à la question de Néo ou si on passe à d'autres questions. On peut passer. Alors du coup, moi, je fais aussi l'autopromotion puisque tout le monde veut. Vous pouvez venir travailler chez nous, mais c'est pas tellement l'objet. C'est plutôt le fait que nous, on a un salon, si on parle de formation, qui s'appelle Talents for the Planet, qui est justement le salon où on parle des métiers, des formations, des actions qui sont faites par les entreprises et des besoins en métier et en formation. Donc voilà, je vous invite à venir à la prochaine édition, fin de cette autopromo. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, merci pour vos exposés. J'ai une question parce que je pense que nous ne sommes pas dans un dérèglement climatique, nous sommes dans un dérèglement holistique qui appelle à des causalités et des conséquences multithématiques et donc à une gestion politique totalement différenciée par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On est dans des silos où on a un ministre dédié à, un autre ministre dédié à, alors que, et vous êtes là pour le montrer, tout est lié. Donc comment aujourd'hui, et donc notamment Gaspard qui appelle à une autre organisation politique, qu'est-ce qui peut aujourd'hui travailler la transversalité réelle, avérée, pour traiter de façon holistique, et donc avec les impacts systémiques de toutes ces thématiques qui tournent autour d'un dérèglement politique, économique, écologique, etc. Merci. Gaspard, la question elle est pour vous. Mais c'est vrai que ça a déjà été dit effectivement à cette table qu'il faut traiter au-delà du climat. Oui. Petite insiste juste sur la discussion précédente. Je ne suis pas convaincu que les nouvelles générations soient naturellement plus écolos. La génération des 21 ans, enfin Greta, elle a 21, 22 ans maintenant peut-être, Marche pour le climat, c'était déjà il y a 5 ans. Les ados d'aujourd'hui, d'expérience personnelle, ça reste vraiment à voir. Parce que moi, dans mon foyer, on est plutôt à front renversé. Et c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que j'ai vu beaucoup quand j'ai tourné dans les lycées, y compris les lycées agricoles. Il y a au contraire le sentiment qu'il y a une génération aujourd'hui qui dit non mais c'est ringard l'écologie, c'était pour nos grands frères, c'est fini les marches pour le climat, maintenant la mode c'est Gaza et Chine, et c'est une génération qui n'a jamais autant pris l'avion, qui prend l'avion plus que toutes les autres. Voilà, fin de cette joyeuse parenthèse. Sur l'holistique, sans refaire le monde, je voudrais évoquer une piste qui n'a pas encore été mise dans la discussion, qui est celle de la décentralisation. Toute l'idée des biorégions, qui nous vient des États-Unis, c'est de revoir l'organisation politique des territoires au plus près des cohérences locales, c'est-à-dire de définir des régions qui soient cohérentes d'un point de vue agronomique, hydrologique, culturel, agricole, et de donner beaucoup de pouvoir aux citoyens pour gérer leur local, leur espace local. Ça peut commencer à la commune, ça peut probablement s'élargir, mais c'est vraiment très précis. Et l'idée, donc ça c'est un concept qui est des années 70 américain, mais l'idée derrière que je trouve très intéressante, c'est qu'il ne faut pas attendre que les gens soient écolos pour leur donner des responsabilités politiques. C'est l'inverse. Il faut leur donner des responsabilités politiques sur leur territoire pour que naturellement, ils aient envie d'en prendre soin. Aujourd'hui, si l'agriculteur du coin met trop de nitrates, que l'eau est polluée, en fait, vous vous en foutez. Parce que soit vous achetez de l'eau en bouteille, soit vous avez de toute façon le rapport de l'ARS sur la qualité de l'eau, parce que ça va être retraité par des usines, vous ne savez même pas où elles sont, vous ne savez pas qui s'en occupe, vous ne savez pas où est la source, ça ne vous regarde pas, c'est géré par la superstructure. Si demain, la gestion de l'eau est relocalisée, alors c'est un grand débat, gestion de l'eau, alors moi aussi je fais de la pub d'ailleurs, parce que c'est mon prochain roman qui sort en janvier, qui s'appelle Aqua, voilà, mais je ne recrute pas, en revanche. Voilà, des lecteurs. En fait,
face à une ressource vitale et à une contrainte par rapport à une ressource vitale, si vous forcez les gens à en prendre soin, parce que ah ben non, là maintenant il n'y a plus personne pour nous dire quoi faire, faut boire ça. Bah, du coup, vous allez commencer à vous poser des questions. Oui, mais alors, attends, elle passe par où? Et c'est pas des questions très compliquées en fait. Elle passe par où cette eau? Elle passe par le champ de machin, parce que c'est ça l'air de captage. Le champ de machin est plein de nitrates, ça va pas. Plutôt que de construire une usine de dépollution, on va lui demander d'arrêter de mettre des nitrates. Et puis on va en parler ensemble. Puis peut-être on va le compenser. Puis on va dire, bah tiens, là t'as qu'à faire une prairie. Et puis on va échanger les terres. Bon. Alors c'est un peu idéaliste, mais tout de même, la gestion des communs, qui est une alternative au marché et à l'État, a fonctionné pendant des millénaires d'histoire. Alors ça ne s'applique pas à tout, mais ça s'applique aux questions qui nous occupent écologiquement, la gestion de l'eau, la gestion des forêts, la gestion des pâtures, donc la gestion de l'agriculture en général. Donc Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009 sur ce sujet, a montré comment ça marche, les communs. Et en France, nous en avons, ça s'appelle les sections de communes administrativement. Nous en avons, mais l'État jacobin les déteste. Parce qu'ils considèrent que c'est une espèce de purulence bizarre, anarchique, qui ne correspond pas au bel ordonnancement administratif. Et donc une loi de 2013 interdit la création de sections de communes, et les préfets n'ont qu'une obsession, c'est de les éliminer, donc de les communaliser. Ce que je veux dire, donc, il faudrait au contraire dire que pour des raisons écologiques, il faut rouvrir cette possibilité de créer des communs, qui sont juridiquement quand même assez définis, qui sont des vraies institutions propres, pour que les gens réapprennent à se parler, à s'occuper ensemble d'un espace qui donc va être naturellement pris en compte de manière holistique, puisque les communs, par exemple, ce n'est pas des choses qui sont cessibles. Donc vous ne pouvez que les transmettre aux générations d'après. Donc du coup, vous avez forcément une vision de long terme. C'est juste un exemple, il y a bien d'autres... mais c'est juste un exemple pour illustrer le fait que des politiques très décentralisées, ou une autonomie locale très forte, pour le dire peut-être de manière plus positive, qui vraiment redonne du pouvoir sur le territoire, qui prend le risque de redonner du pouvoir aux gens. Parce que là, la technocratie, les gens sont tellement bêtes, c'est ça, la technocratie, les gens sont tellement bêtes, on va le faire à leur place, on va leur dire quoi faire, parce que sinon ça va être... Non, faisons cette espèce d'énorme... Prenons ce risque de la confiance, parce que la confiance responsabilise, en fait, c'est un cercle vertueux. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. Je suis désolée s'il y avait d'autres questions, mais il est 10h30 et dans la maison de la radio et de la musique, vous le savez, la radio, c'est extrêmement précis en termes de timing. Donc, on va respecter le timing. Je vous remercie à vous qui êtes dans la salle d'être venus ce matin de bonne heure et d'avoir bravé le froid, pour écouter nos intervenants. Je remercie aussi pour leurs interventions et leur disponibilité. Merci à vous et bonne suite de Rencontres Capitales.